Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Desbiens et je suis la présidente du SEUM 1244. Il y a déjà quelques semaines, on vous a fait parvenir un texte pour vous expliquer la situation concernant nos augmentations de salaire pour 2023 et 2024. Afin de varier les outils d'information, on vous a également préparé une présentation vidéo. Donc, bon visionnement. Tout d'abord, il faut se rappeler qu'on n'est pas en train de négocier nos salaires 2023-2024. On va bientôt être en période de négociation pour notre nouvelle convention collective, mais les augmentations salariales dont on parle présentement, c'est-à-dire 2023 et 2024, on n'est pas en train de les négocier. On les a déjà négociées lors de dernières négociations et donc on avait adopté une entente de principe en juin 2021. On a une convention collective signée des 2 parties à l'automne 2021 et là, on est plutôt en mode devoir à faire respecter ce qu'on a négocié à 2 et qui a été signé à 2. Un syndicat en cours de convention collective, son terrain de jeu, c'est les lois, c'est la convention. Il voit à faire respecter ce qui est convenu dans la convention et ce qui est prévu par les lois. C'est pendant la période de négociation qu'il peut essayer d'aller chercher plus de droits pour les travailleurs et voir à ce que l'employeur ne vienne pas empiéter sur ceux-ci. Mais présentement, on parle de faire respecter ce qui a déjà été négocié. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand un syndicat se rend compte que la convention collective n'est pas respectée? Donc, en cours de convention collective, si le syndicat juge qu'il y a un manquement au niveau de la loi ou de la convention collective et qu'elle n'est pas respectée, bon, tout d'abord, on va être mécontent, mais on va également pouvoir déposer un grief. Un grief, c'est quoi? C'est un peu l'équivalent d'une mise en demeure. Donc, si un voisin vient, par exemple, abattre un arbre sur notre terrain et qu'on juge qu'il n'y avait pas d'affaire à faire ça, on va pouvoir lui mettre une mise en demeure pour réclamer que l'arbre soit remplacé. C'est un peu la même chose lorsqu'il y a un droit en vertu de la convention collective ou d'une loi qui est bafouée. Eh bien, le syndicat, à ce moment-là, peut déposer un grief pour un peu, entre guillemets, mettre l'employeur en demeure de corriger la situation, réparer, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite une fois le grief est déposé? Il peut se passer différentes choses. Si on fait encore une fois le parallèle avec notre mise en demeure, il peut y avoir d'abord des discussions. On peut réussir à s'entendre avec le dit voisin, puis on ne sera pas nécessairement obligé de se revoir à la cour des petites créances. C'est la même chose entre un syndicat et un employeur. Il peut y avoir des discussions et ça peut mener à une entente hors cours pour régler le litige. Ce qui est important de savoir, c'est que ce type d'entente-là, ça ne vient pas changer la convention collective. On n'est pas en train de renégocier. C'est plutôt un règlement ou une solution sur laquelle on s'entend pour régler le litige de départ. Si on n'arrive pas à s'entendre, à ce moment-là, il y a possibilité de soumettre à un arbitre, donc en arbitrage, qui lui va trancher sur la question après avoir entendu le plaidoyer, les témoignages et recevoir les preuves des deux parties. Il va prendre une décision qui va être par la suite exécutoire. Donc, ce n'est pas un jugement, mais tout comme un jugement, elle doit être respectée par la suite par les deux parties. La jurisprudence, c'est quoi? Eh bien, c'est la somme des décisions arbitrales, des jugements, etc., qui se portent sur un même sujet et qui viennent appuyer et s'appuyer les unes les autres pour constituer et aider à déterminer l'interprétation qu'on doit avoir à la longue d'une situation. Donc, les arbitres, même chose pour les juges, ils vont s'appuyer sur la jurisprudence également dans leurs décisions. Et plus il y a de la jurisprudence qui pointe dans une même direction, plus ça va prendre des éléments nouveaux ou forts pour venir modifier grandement là, du tout au tout la donne. La PSG, maintenant, c'est quoi? Eh bien, c'est l'acronyme pour la politique salariale gouvernementale. C'est une notion qui est utilisée depuis longtemps dans plusieurs conventions collectives, dont entre autres dans le secteur universitaire, et elle apparaît donc aussi dans la jurisprudence. Au niveau de notre convention collective, on est allé vraiment préciser cette définition-là. Donc, c'est le pourcentage d'augmentation des échelles consenti par le gouvernement du Québec
aux employés du secteur public et parapublic. Et ça relève de qui? Bien, ça fait partie des dépenses du gouvernement et donc ça relève à ce moment-là au niveau du gouvernement, là, on s'entend, ça relève du Conseil du Trésor. Donc maintenant, qu'est-ce que l'employeur attend pour nous verser nos augmentations de salaire? Bien, la confirmation que l'employeur attend, c'est une confirmation de la part du ministère de l'Enseignement supérieur, qu'on va nommer après MES, des paramètres de majoration qui sont applicables aux universités. Et donc, c'est quoi? C'est le financement qui est établi en fonction des règles de financement des universités. Donc, en résumé, ce qu'on a négocié, c'est les augmentations de salaire négociées par les syndicats des secteurs publics et parapublics, alors que ce qu'attend l'employeur, c'est la confirmation du financement qu'il va recevoir pour la rémunération du personnel de soutien. Donc, l'offre de l'employeur maintenant, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le projet d'entente que l'employeur a soumis au comité de grief, ça ne se voulait pas une renégociation à base de quoi que ce soit. On part du principe qu'on a expliqué plus tôt, qui était un projet d'entente pour régler un litige, pour régler un grief. Ça, le comité de grief en fait à longueur d'année. Le CEM 1244 dépose plus d'une centaine de griefs par année. Dieu merci, il y en a plusieurs qu'on arrive à régler par des ententes hors cours, sinon il y a des gens qui seraient juste dans une salle d'arbitrage à longueur d'année. Là. Donc, c'est monnaie courante, si on veut dire ça comme ça, de régler certains litiges par entente et donc, quand on n'y arrive pas, on va en arbitrage pour d'autres griefs. Donc, ça se voulait un règlement de litige. Dans ce projet d'entente-là, l'employeur ne reconnaissait pas la PSG. Il parlait plutôt d'une avance, d'une augmentation 2023, basée sur l'hypothèse d'une PSG à 6 et il ne souhaitait pas corriger tout de suite l'augmentation 2024. Pourquoi? Eh bien, parce que si le ministère, de l'Enseignement supérieur venait qu'à annoncer une indexation inférieure aux 6 de ce que nous, on définit comme étant la PSG et la jurisprudence également, bien, l'employeur se rembourse le trop versé avec l'augmentation 2024. Donc, il récupère l'argent qu'il juge avoir versé en trop l'année précédente. Également, dans ce projet d'entente soumis par l'employeur, il était question de demander au syndicat de retirer les griefs qui ont été déposés concernant les augmentations salariales. Donc, ça faisait en sorte qu'il n'y avait plus la possibilité pour le syndicat d'aller faire valoir la PSG telle qu'on la connaît et non plus pas le moyen d'aller réclamer des intérêts pour les membres. S'il y avait eu entente en septembre 2024, les corrections, l'employeur prévoyait pouvoir faire les corrections des échelles salariales pour décembre 2024. Donc, peut-être 1, 2 payes d'ici la fin de l'année 2024 avec des nouveaux taux horaires. Il faut se rappeler que ça a arrêté des nouveaux taux horaires, mais toujours avec un manquement pour 2024. Également, si il y avait eu entente en septembre 2024, l'employeur se donnait quand même encore jusqu'au printemps 2025 pour verser toute rétroaction par rapport à ça. Et donc, il n'y aurait eu aucune rétroaction pour l'année d'imposition 2024. Donc, pour nos rapports d'impôt qu'on va faire au printemps, on oublie ça, la rétroaction n'y apparaissait pas et peut-être 1 ou 2 payes avec un nouveau taux horaire. Également, quelque chose de très important, l'entente venait redéfinir la PSG comme étant liée directement au financement des universités, ce qui n'est pas du tout le cas. Afin de mieux le visualiser, on a préparé des tableaux avec des montants fictifs. On s'entend, là, Julie, elle gagne probablement plus que 1 000 $ par année, mais pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne au final là, quand on parle d'augmentation puis de rétroaction et tout ça. Donc, si on part avec l'idée qu'en 2022, Julie, elle gagne 1 000 $ par année. Donc, on va regarder avec la PSG, telle qu'on la connaît, telle qu'elle a été annoncée par le Conseil du Trésor, qu'est-ce que ça va donner à la fin 2024 pour Julie? Donc, en 2022, on n'applique pas de PSG, on part avec l'idée que c'est ce qu'elle gagne, 1 000 $. En 2023, une PSG de 6 eh bien, Julie gagnerait donc à la fin de cette année-là 1 060 $.
On arrive en 2024, la PSG est de 2,8 on applique 2,8 sur le salaire de l'année précédente, donc sur le 1060, et ça donne à Julie, au bout des 2 années, un salaire de 1089,68. Donc, Julie est allée chercher là, un gain d'environ 90 pour son 1000 Oui, je sais, à la fin de la convention collective, on a un plus qui s'ajoute à la PSG qu'on a négocié, mais pour les biens du calcul, là, on va s'en tenir à la PSG en sachant que nous, il y a effectivement un petit plus. Alors ici, on va comparer ce même tableau-là avec des chiffres fictifs qui pourraient être annoncés par le ministère de l'Enseignement supérieur et on va voir ce que ça donne. On s'entend, les chiffres au moment de faire la vidéo ne sont pas connus. Donc, c'est une hypothèse. Il ne faut pas prendre ces chiffres-là de 4 et de 2 comme étant des chiffres ayant été annoncés par qui que ce soit. Mais c'est pour vous démontrer qu'est-ce que ça donnerait avec des chiffres inférieurs parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le passé, de façon générale, juste pour pas dire qu'on ne jurera pas toujours, les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur sont pas mal toujours inférieurs à la PSG. Donc, si on part avec l'hypothèse d'un 4 pour 2023 et d'un 2 pour 2024, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Julie, pour son 1000 gagné en 2022, elle aurait 1040 à la fin 2023. Et si on ajoute à ça un 2 eh bien, elle finirait l'année 2024 avec un 1060 et 80. Donc, on voit qu'avec des taux inférieurs, il y a un montant inférieur. Ici, on parle d'une trentaine de dollars du 1000 si les chiffres étaient un peu plus hauts, l'écart serait moins grand. Si les chiffres étaient un peu plus bas, l'écart serait alors plus grand. Donc, voyons ici comment ça se compare si on prend ces mêmes chiffres-là. Si on suppose que le ministère annonce un 4 pour 2023 et un 2 en 2024, comment ça se traduirait au travers de l'offre que l'employeur a faite? Donc, toujours en 2022, on n'applique rien, on part avec l'idée que Julie gagne 1000 par année. Si on arrive à 2023, l'employeur voulait avancer un 6 et donc pour l'année 2023, eh bien, si on applique la PSG, ça donne 1060 et si on applique l'hypothèse de l'employeur, on arrive aussi à 1060. Donc jusque-là, ça semble être bon. Par contre, on arrive à l'année suivante et on se rend compte, l'employeur se dit, l'année précédente, en 2023, j'ai versé 6 mais au final, le ministère de l'Enseignement supérieur, lui, a annoncé un 4 eh bien, j'ai versé 2 en trop à Julie. Et donc, je vais me rattraper. Alors, il prend le pourcentage de 2024, supposons le 2 annoncé par le ministère de l'Enseignement supérieur, auquel il va retirer le trop versé de l'année précédente, ce qui dans ce cas-ci est également 2 et on arrive avec une augmentation de 0 pour Julie en 2024, ce qui lui fait terminer les 2 années avec une augmentation de salaire, un salaire, c'est-à-dire annuel, à 1060 Donc encore là, on voit qu'il y a un manque à gagner entre ce qu'elle aurait dû recevoir en fonction de la PSG et ce qu'elle reçoit réellement. Donc ici, on les a mis côte à côte. Alors 2022, ben, Julie, elle gagne toujours 1000 En 2023, dans la première colonne, si on applique la PSG, Julie va s'en tirer avec 1060 Si on suppose un pourcentage moins élevé par le ministère, exemple ici 4 Julie s'en tirait à 1040. Et avec l'offre de l'employeur, Julie s'en tirerait relativement indemne pour 2023. Par contre, c'est dans l'année suivante où la donne change grandement. Donc, Julie terminerait l'année 2024 avec 1089. Si on applique l'hypothèse du 4 et du 2 du ministère de l'Enseignement supérieur, elle termine l'année avec 1060 et 80. Et si on applique l'avance de 6, mais le remboursement en 2024 de l'employeur, eh bien, elle termine ces 2 années avec un salaire de 1060. Donc, même si là, on a pris des chiffres hypothétiques et qui pourraient être plus hauts ou plus bas que ce qu'on a pris comme exemple pour ce qui était des chiffres annoncés par le ministère de l'Enseignement supérieur, il en demeure pas moins que la seule façon de ne pas perdre d'argent, c'est si le ministère de l'Enseignement supérieur, ça advenait qu'il confirme un taux qui est égal à la PSG, ce qui est peu probable. Tout autre taux équivaut à une perte de nos augmentations de salaire, parce qu'on va se le dire, ça ne sera pas plus haut.
Pourquoi ça ne sera pas plus haut? Parce que dans le passé, de façon générale, quasi toujours, heu, le chiffre annoncé par le ministère de l'Enseignement supérieur est inférieur à la PSG. Donc déjà en partant, très peu probable qu'il soit plus élevé, c'est déjà peu probable qu'il soit égal. Ensuite, on n'a qu'à suivre les nouvelles. On sait que le gouvernement québécois présentement fait de grandes coupures dans différents services publics, dont entre autres l'éducation. Voici quelques extraits donc de médias québécois. Tout d'abord, on a les centres de services scolaires devront se serrer la ceinture, dit Drainville. Dans le contexte de restrictions budgétaires imposées par François Legault entraînera des retards dans la construction d'écoles. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, prévient que les centres de services scolaires devront se serrer la ceinture. Une requête accueillie froidement dans le milieu, confrontée à un manque d'espace criant. Un reportage de Charlotte Dumoulin, donc ça, c'est du site de Radio-Canada en date du 6 octobre 2024. Québec impose une baisse drastique des dépenses au cégep. Les cégeps du Québec ont été pris de court en plein été par une missive de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, donc le ministère qui détermine également le financement des universités, les sommant de réduire, dans certains cas, de plus de la moitié leurs dépenses destinées à la réfection de leurs bâtiments et à l'achat de matériel à constater le devoir. Donc ça, c'était dans le devoir du 4 septembre dernier, 2024. Du côté du financement des infrastructures, et cela couvre l'ensemble des projets d'infrastructures qui vont du maintien des actifs de l'UDM jusqu'à la mise en œuvre de nouveaux projets d'infrastructures, les détails sont complexes. Il faut comprendre de cette annonce que les différents projets en chantier vont probablement devoir ralentir. Ça, c'est un extrait qui est disponible sur Internet du procès-verbal de l'Assemblée universitaire du 16 septembre 2024. Donc, on comprend que les coupures budgétaires affectent également les universités en ce qui a trait là, aux infrastructures et à la réfection des bâtiments. Fait avec tout ça, et il y en a d'autres, si on va consulter les journaux, les médias, etc., il est difficile de croire que le financement des universités sera à la hauteur de la PSG, encore moins probable qu'il soit supérieur à celui-ci. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que de un, les indexations qui vont être annoncées par le ministère de l'Enseignement supérieur, il y a très, 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 très peu de chances qu'elles arrivent à la hauteur de la PSG et à peu près nulles les chances qu'elle la dépasse. Également, advenant que contre toute attente, le ministère annoncerait des indexations là, à la hauteur de la PSG. Si on accepte de se rattacher à cette valeur-là, il en reste pas moins qu'on accepte de se rattacher à une valeur qui, de façon générale, quasi la totalité des fois, est inférieure. Et donc, on l'échapperait peut-être belle pour cette exception-ci, mais on se serait rattaché pour toutes nos négociations futures en lien avec la PSG. Et la PSG, c'est quelque chose qui est très courant dans les conventions collectives du secteur universitaire. Pourtant, la définition de la PSG, on l'a écrit noir sur blanc, signé par l'employeur et le syndicat dans notre convention collective, et la jurisprudence va dans le même sens que notre définition de la PSG. Donc, on ne s'explique pas pourquoi on n'a pas nos augmentations de salaire. Présentement, il n'y a rien qui justifie ce retard. Alors voilà, j'espère que ça vous a permis d'en savoir plus sur la situation. C'est sûr qu'on va vous garder au courant au fur et à mesure qu'il y aura des développements sur le sujet. Donc, je vous dis à bientôt et bonne journée.